Alors, on va commencer par une idée. Une idée un peu dérangeante, mais bon, je crois que personne n'y échappe. Ah oui, je t'écoute. C'est que chaque seconde qui passe, c'est une seconde qui est perdue. Pour toujours. Hmm. Le temps, c'est vraiment la seule ressource qu'on ne peut ni racheter, ni recharger. Et face à ça, on a tous nos petites angoisses, tu sais, nos listes de choses à faire, cette impression de courir tout le temps. Oui, complètement. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se lance dans une sorte de voyage pour voir comment les autres ont géré ça. Comment différentes cultures à travers le monde ont trouvé des manières de vivre une vie pleine tout en sachant que le sablier se vide. Mais c'est la question qui nous hante tous, au fond. Et ce qui est fascinant, c'est que les réponses elles sont vraiment aux antipodes les unes des autres. C'est ça. On va voir qu'il y a de grandes visions qui s'opposent, comme la ligne droite occidentale face à la roue orientale. Et puis on va piocher dans des sagesses très concrètes, que ce soit chez les stoïciens, dans l'esthétique japonaise ou même dans des concepts africains qui sont assez surprenants. Une boîte à outils mentale, en quelque sorte. C'est ça. L'idée, c'est de se constituer une sorte de boîte à outils pour mieux appréhender notre propre finitude. J'aime beaucoup l'idée. Alors, commençons par cette grande fracture, cette opposition entre la ligne et la roue. La ligne, j'imagine que c'est nous, ça, en Occident. C'est tout à fait nous. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. La flèche du temps. Ça nous semble naturel, mais en fait, c'est un héritage culturel très fort. Ça vient en partie de la tradition judéo-chrétienne, tu vois, avec un début, la création, et une fin, l'Apocalypse. L'histoire va quelque part. D'accord. Et puis, la révolution industrielle a mis une grosse couche de productivisme par-dessus. Ah oui, le fameux « le temps, c'est de l'argent ». Mon agenda en est la preuve vivante. Exactement. Tout est découpé, planifié, optimisé, toujours pour aller de l'avant. Le passé est derrière, le futur est un objectif. C'est une course en fait. C'est une course sur une autoroute à sens unique. Mais si on change de continent, si on va vers l'Orient, l'image change du tout au tout. On quitte l'autoroute pour monter sur un manège. On passe de la flèche à la roue. Voilà. La roue du temps. Ça sonne tout de suite beaucoup moins stressant, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Et l'inspiration, en fait, elle vient tout simplement de l'observation de la nature. Les saisons, ce genre de choses. Millions, voire des milliards d'années. L'univers naît, vit, meurt et renaît, encore et encore. Des milliards d'années. Tout à coup, ma semaine de travail chargée paraît un peu ridicule. C'est un peu l'effet recherché. Et on retrouve une idée similaire dans le bouddhisme, avec le samsara, ce cycle sans fin de naissance, de mort et de réincarnation. La perspective change complètement. Attends, ça veut dire que si je crois vraiment que ma vie n'est qu'un minuscule chapitre dans un livre infini, je vais moins angoisser pour ma deadline de demain. C'est exactement ça. Ou pour le fait de ne pas avoir encore visité le Japon. C'est un changement radical. Notre angoisse occidentale vient souvent de l'idée que c'est ma seule et unique chance. La vision cyclique répond « ce n'est qu'une chance parmi une infinité d'autres ». Ça n'incite pas à la paresse, j'imagine. Non, mais ça enlève une pression monumentale. L'objectif ultime n'est même plus de réussir sa vie dans ce cycle, mais carrément de s'en libérer, d'atteindre ce qu'on appelle le moksha ou le nirvana. De descendre du manège, en gros. Voilà, c'est exactement ça. C'est fascinant, parce que l'Occident, avec sa flèche, est justement obsédé par l'urgence. Pourtant, bien avant notre ère de la productivité, les Grecs de l'Antiquité avaient déjà nuancé ça, non? Ils ne parlaient pas que d'un seul type de temps. Absolument, et c'est une distinction essentielle qui pourrait nous être très utile aujourd'hui. Ils avaient deux mots pour le temps. Le premier, c'est chronos. Celui-là, on le connaît. Oui, on le connaît bien. C'est le temps de l'horloge, du calendrier, le temps qui passe, seconde après seconde, et qui nous use. C'est le dieu qui dévore ses propres enfants. L'image est assez parlante. Ok, Chronos, c'est mon ennemi du lundi matin. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est Kairos. Et Kairos, ce n'est pas le temps quantitatif, mais qualitatif. C'est le bon moment, l'instant T, l'opportunité à saisir. Ah, d'accord. On le représente comme un jeune homme avec des ailes aux pieds et une seule longue mèche de cheveux sur le devant. Il passe très vite, il faut l'attraper par les cheveux. Une fois qu'il est passé, l'arrière de sa tête est chauve, impossible de le rattraper. J'adore l'image. Donc, une vie réussie, ce n'est pas forcément une vie longue en chronos, Non, mais une vie riche en moments kairos, en opportunités saisies. voilà. Et les philosophes stoïciens, quelques siècles plus tard, ont créé un outil mental très puissant pour justement maximiser ces moments kairos. Ça s'appelle Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Honnêtement, ça me semble un peu morbide.
C'est pas le meilleur truc à se dire en buvant son café le matin, si on veut. C'est une réaction très courante. Mais les stoïciens le voyaient différemment. Ce n'est pas « sois triste, tu vas mourir », mais plutôt « sois sélectif, ton temps est limité, c'est un filtre ». Exactement. Face à une décision, une dispute, une perte de temps, tu te demandes « sachant que je pourrais mourir demain, est-ce que ça vaut vraiment mon énergie ?» Vu comme ça, c'est un super pouvoir pour se débarrasser de tout ce qui est futile. Ça doit rendre les choix beaucoup plus simples. Carrément. Le philosophe Sénèque disait « celui qui met la dernière main à sa vie chaque jour n'est jamais à court de temps ». C'est puissant. L'idée est de vivre chaque journée comme si c'était la dernière, pas dans un sens désespéré, mais en s'assurant de vivre en accord avec ses valeurs. Et Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'a formulé de manière encore plus directe. Qu'est-ce qu'il disait? Tu pourrais quitter la vie à l'instant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. C'est radical. Ça te force à être présent et intègre à chaque instant. Tout à fait. Et ce n'est pas qu'une idée de philosophe, hein. Il y avait cette tradition à Rome. Lors du défilé d'un général victorieux, au sommet de sa gloire, un esclave se tenait derrière lui et lui murmurait à l'oreille « N'oublie pas que tu es mortel ». Un rappel à l'humilité? Voilà. Et cette idée a même infusé l'art, bien plus tard, au XVIIe siècle, avec les peintures de Vanitas. Ah oui, les natures mortes avec un crâne, un sablier. C'est ça, des bulles de savon, une bougie qui s'éteint. C'est une méditation visuelle sur la vanité des plaisirs terrestres. D'accord. Donc, en Occident, on a cette tension entre la course folle de Chronos et ses sagesses qui nous rappellent la mort, pour nous forcer à vivre mieux, à chercher le kairos. C'est une sorte de gestion de crise, mais dans la vision de la roue, où l'urgence est moindre, comment on vit ce flux? L'approche est beaucoup moins dans la lutte contre le temps et plus dans l'acceptation du flux. Le bouddhisme a un concept central pour ça. Anicca, Annika? l'impermanence. C'est une des vérités fondamentales de l'existence. Tout change, tout le temps. Rien n'est permanent. Et selon cette vision, la souffrance, ce qu'ils appellent dukkha, ne vient pas du changement, mais de notre résistance à ce changement. De notre attachement. C'est vrai que la pratique de la méditation, de pleine conscience, c'est un peu un entraînement à ça. Comment ça? On s'assoit et on observe sa respiration, par exemple. Chaque inspiration est une petite naissance, chaque expiration une petite mort. On s'habitue à ce cycle, à ce flux, à un niveau très intime. C'est une excellente analogie. Et cette acceptation de l'impermanence infuse toute une culture. Au Japon, notamment, ça a donné naissance à des concepts esthétiques magnifiques. Il y a le wabi-sabi, par exemple. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. C'est l'idée de trouver la beauté dans l'imperfection, dans les traces du temps. Un vieux bois patiné, une céramique un peu irrégulière, ou même une tasse cassée qu'on répare avec de l'or. La fissure n'est pas cachée, elle est soulignée. La beauté est dans la cicatrice, en quelque sorte. C'est l'opposé total de notre obsession pour le neuf et le parfait. Exactement. Et il y a un autre concept, peut-être encore plus poétique, le monono-aware. On pourrait traduire ça par la poignante mélancolie des choses, comme regarder un magnifique coucher de soleil en étant à la fois émerveillé et un peu triste, parce qu'on sait que ça ne va pas durer. C'est exactement ça. L'exemple emblématique au Japon, c'est la floraison des cerisiers, les sakuras. Bien sûr. Leur beauté est si intense et si célébrée précisément parce qu'elle ne dure que quelques jours. La finitude n'est pas une tragédie qui gâche la beauté, c'est ce qui la rend précieuse. On n'apprécierait pas autant le printemps s'il était éternel. Voilà, c'est vrai. C'est une perspective qui change tout. Sortons un peu d'Asie. Les documents qu'on a explorés mentionnent aussi des visions du temps très différentes en Afrique, loin de l'horloge. Oui, et là, c'est une conception qui bouscule complètement nos habitudes. Dans beaucoup de cultures traditionnelles africaines, le temps n'est pas une grille abstraite. C'est ce qu'on appelle le temps événementiel. Le temps événementiel 1. Le temps n'est pas décompté, il est créé par les événements. On ne dit pas rendez-vous à 15 heures, mais plutôt on se voit à l'heure de la traite des vaches ou pendant la saison des semailles. Le temps est concret, il est lié à la vie. Donc le temps ne s'écoule pas si rien ne se passe. C'est ça, c'est une idée folle pour nous. C'est un peu ça. Et le philosophe kényan John Mbiti a théorisé ça avec deux concepts fascinants, sasa et zamani. Le sasa, c'est le temps vécu, le micro-temps. Il contient le présent, le futur très proche et le passé récent. Le temps des vivants, en gros. C'est ça. Le temps dont les gens se souviennent activement. D'accord. Et le zamani? Le zamani, c'est le macro-temps.
C'est un vaste océan où tout le passé s'est écoulé. C'est le temps des mythes, des ancêtres, de tout ce qui est au-delà de la mémoire vivante. Et le passage de l'un à l'autre est incroyable. Comment ça? Quand une personne meurt, elle ne disparaît pas immédiatement. Elle continue d'exister dans le sasa tant que les gens qui l'ont connue sont en vie et se souviennent d'elle. Donc si je comprends bien, mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu, est déjà dans le zamani. Mais ma grand-mère, dont on raconte encore les histoires à chaque repas de famille, elle est toujours bien vivante dans le sasa. C'est une parfaite illustration. Sa présence est maintenue par votre mémoire active. L'existence n'est pas seulement biologique, elle est aussi relationnelle et mémorielle. Elle ne basculera dans le zamani que quand la dernière personne qui se souvient d'elle mourra à son tour. Exactement. C'est une vision très puissante de la communauté. C'est incroyable. Et cette idée que le passé n'est pas mort, on la retrouve ailleurs, non? J'ai lu quelque chose sur le temps du rêve des aborigènes d'Australie. Oui, on l'appelle aussi everyone, le temps de toujours. C'est peut-être la conception la plus éloignée de notre flèche du temps. Pour eux, le passé, le présent et le futur ne sont pas sur une ligne, ils coexistent. Comment ça, ils coexistent là, Isma? Les événements de la création ne sont pas arrivés il y a longtemps. Ils sont là, présents, dans le paysage et sont continuellement réactivés par les rituels, les chants, les histoires. Donc le passé n'est pas derrière nous, Il est là, maintenant, accessible. c'est l'idée. Le temps n'est pas une rivière qui coule, mais plutôt un paysage que l'on habite. Waouh, c'est vertigineux. Et en revenant à notre monde moderne, on voit bien comment ces philosophies se traduisent. Ça me fait penser à mes vacances en Italie. Ah oui, J'étais stressée parce que le rendez-vous de 15h a commencé à 15h45, mais personne ne s'en souciait parce qu'une conversation passionnante avait démarré. J'étais en mode flèche du temps au milieu de gens qui vivaient le temps différemment. C'est l'exemple parfait pour illustrer la différence entre les cultures monochroniques et polychroniques. Les cultures monochroniques, comme en Allemagne ou aux États-Unis, sont les héritières de la flèche du temps. Le temps est une ressource, on fait une chose à la fois, la ponctualité est reine. Et les cultures polychroniques, comme en Amérique latine, ce sont les héritières de la roue du temps. En quelque sorte, oui, le temps est beaucoup plus fluide, les relations humaines sont plus importantes que les horaires, on peut faire plusieurs choses en même temps, le temps est au service des gens, et non l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'Occident, longtemps dominé par Chronos, s'intéresser de plus en plus à la méditation, au yoga, au slow mouvement. Tout à fait, c'est une quête pour retrouver un peu de kairos et de fluidité. Alors, on fait quoi de tout ça? On jette nos montres et on vit au rythme du soleil? L'idée n'est pas de tout rejeter en bloc, mais de s'inspirer. L'idéal serait peut-être d'apprendre à danser entre la flèche et la roue. Comment ça? Utiliser la concentration de la flèche pour accomplir des projets qui ont du sens et en même temps cultiver la sagesse de la roue pour savoir s'arrêter, apprécier le moment, se renouveler, sans courir vers l'étape suivante. Utiliser Chronos pour planifier, mais vivre pleinement dans Kairos. C'est ça. En somme, ce voyage nous montre que si le fait d'avoir un temps limité est universel, la façon dont on le vit, elle, est incroyablement plastique. Elle dépend de notre culture, de nos philosophies. Il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est un immense buffet d'idées dans lequel on peut piocher. Chacun compose sa propre recette. Pour finir, j'aimerais qu'on s'arrête sur une dernière idée. Elle vient de l'auteur David Eagleman et elle fait un écho incroyable à ce qu'on a dit sur la vision africaine du temps. Il parle du concept des 3 morts. Ah oui, c'est une idée très forte. La première mort, c'est la mort biologique, quand notre cœur s'arrête. La deuxième, c'est un autre enterrement, la fin de notre présence physique. Mais il y en a une troisième, La troisième mort, la mort définitive. C'est la dernière fois que quelqu'un prononce notre nom. la dernière fois que quelqu'un pense à nous. C'est à ce moment-là qu'on bascule vraiment, pour reprendre les termes de Mbiti, du Sasa au Zamani. Qu'on quitte la mémoire des vivants pour entrer dans le grand tout du passé. Exactement. Et ça nous laisse avec une question à méditer. Au-delà de la durée de notre vie, mesurée en années, quelle est la durée de notre mémoire dans le monde? Et est-ce que cette idée change quelque chose à la façon dont on conçoit notre passage sur Terre?